Savoir sur le PTEF. Alors, le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, donc ce projet que nous avons lancé au Shift depuis début mai, suite à la publication du chantier d'urgence, donc qui a annoncé ce travail dans lequel nous sommes actuellement. Donc, je vais vous faire un petit tour d'horizon du projet, où est-ce qu'on en est, etc. Dans un premier temps, je vais rappeler très très rapidement les objectifs, l'angle de vue du projet pour vous remettre dans le bain ou pour vous mettre dedans si vous n'y étiez pas. Je vais décrire rapidement le calendrier pour donner une vision un peu plus large du projet. Et puis ensuite, je ferai une petite entrée dans le contenu et dans la manière dont on s'organise pour produire ce plan. Donc tout ça devrait me prendre 15-20 minutes, j'espère pas plus. Mais tout d'abord, ce projet est déjà quelque part un succès d'un point de vue, c'est le point de vue de l'implication des gens. C'est-à-dire qu'au moment du lancement du chantier d'urgence, nous avons mis en place une cagnotte et cette cagnotte a réuni plus de 3000 donateurs pour l'instant. Nous avons reçu également de nombreuses sollicitations suite à la publication du plan d'urgence, de nombreuses propositions de participation au projet. Donc voilà, il y a beaucoup de soutien, on sent que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens et ça nous fait plaisir, ça nous porte et ça nous met aussi la pression pour aboutir sur ce projet-là qui est très ambitieux. Alors, pour un rappel de nos grands objectifs, donc il s'agit de proposer un plan de transformation de l'économie française qui viserait d'une part à décarboner cette économie et d'autre part à la rendre plus résiliente. Alors plus résiliente à 4 grands chocs, on va dire. Le choc climatique, le pic pétrolier, donc ce dont on vient de parler ce matin, les crises sanitaires à venir qui pourraient se reproduire suite à la Covid, et puis des troubles dans d'autres pays qui pourraient arriver. Et ça, c'est un prétexte pour nous pour réfléchir aux chaînes d'approvisionnement sur nos biens et nos produits stratégiques. Dans le cadre de cet exercice, on se place du point de vue de la puissance publique, c'est-à-dire qu'on imagine avoir la main sur les leviers dont dispose la puissance publique afin de pouvoir parler à cette puissance publique. Voilà, rien de mieux pour parler à quelqu'un que de se mettre à sa place et de voir comment lui pourrait faire pour, en l'occurrence, transformer l'économie. Et donc, on veut produire deux grands éléments avec ce plan. D'une part, on veut proposer une vision à long terme de ce que serait cette économie après la transformation. Et dans un second temps, on veut proposer des pistes d'action opérationnelles, donc un ensemble de mesures très opérationnelles qui permettraient de mettre en œuvre tout ce plan, d'aller vers cette vision à long terme et de prendre la bonne pente très rapidement en termes de décarbonation. Donc, essayer de proposer des mesures opérationnelles qui permettent tout de suite de décarboner très vite. Alors, l'angle de vue de ce projet, je rappelle en très rapidement les originalités de cet angle de vue qui se veut être celui du Shift, qui se veut coller à l'ADN du Shift. Donc, d'une part, on veut proposer un plan qui soit centré sur l'individu et en particulier, ce qui est assez original, c'est qu'on va tenter de se focaliser beaucoup sur l'emploi. Pour nous, l'emploi est la condition nécessaire, est l'une des conditions nécessaires de la transformation de l'économie. Si vous voulez rénover des bâtiments de manière massive, pour une meilleure isolation thermique, il faut évidemment avoir des filières économiques qui sont en place, il faut avoir des compétences qui soient présentes et il faut que les compétences soient présentes au bon endroit, au bon moment pour que la rénovation puisse se faire. Donc en tout cas, il y a une partie de la transformation qui débute par des transformations sur l'emploi. On veut avoir une approche très physique de l'économie, donc on veut parler de flux énergétiques, de matériaux, on veut parler de bâtiments, on veut parler de véhicules, de machines-outils, etc. Pour nous, c'est ça l'économie avant d'être des euros. On veut avoir une approche qui est très systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser les différents secteurs de l'économie en silo quand on réfléchit à la transition énergétique. On est obligé de prendre l'ensemble et de vérifier que l'ensemble fonctionne bien comme un tout.
Et enfin, on ne se donne pas d'hypothèse de PIB a priori. Donc, dans notre plan, voilà, on ne suppose pas une croissance a priori. Pour nous, le PIB émerge de tous ces flux physiques. Et donc, à la limite, on regardera après coup la tête du PIB après transformation, mais ce n'est pas du tout une hypothèse pour nous, une hypothèse d'entrée. Alors, un rapide aperçu sur le calendrier. Donc, le projet s'est lancé début mai et ça a amorcé donc un travail en interne afin de produire un cadre global du plan de transformation, c'est-à-dire l'architecture, on va dire l'architecture d'ensemble et cohérente, j'y reviendrai, qui va être la structure du plan de transformation de l'économie française. Ce cadre global, on a envie de le produire donc pour fin juin, début juillet, et de le mettre en débat, donc de lancer un débat, quasiment un petit débat citoyen, en passant par les shifters, et donc faire discuter ce cadre par le plus de gens possible, et également par les experts qui seraient proches du shift et qui auraient un peu le temps de se plonger dans ce cadre. Le but étant de co-consolider ce cadre, de prendre en compte tous les retours et de pouvoir aboutir à une publication de ce cadre global d'ici début septembre. Alors, en parallèle de ce processus, et Romain d'ailleurs va en parler ce matin, on procède à des approfondissements sectoriels. Le premier d'entre eux étant l'approfondissement qu'on a fait sur le secteur de l'aérien. Et le but de ces approfondissements, c'est de montrer un peu quelles mesures opérationnelles on pourrait prendre pour commencer à diriger le secteur vers une décarbonation rapide et franche. Donc là, pour le secteur de l'aérien, la logique, ça a été de dire que d'ici les 4 prochaines années, il faudrait commencer, si on voulait être sérieux sur la question de la décarbonation, il faudrait réduire nos émissions de GES de 20% à peu près en 5 ans. Et donc, on regarde un peu mesure par mesure, voilà, l'ensemble des mesures techniques basées sur la technologie permettent de réduire les émissions de temps. Et puis ensuite, on regarde ce par quoi il faut compléter du point de vue plus organisationnel et comportemental. Et donc, suite à la publication du plan du cadre global en début septembre, eh bien, on va lancer une série de chantiers d'approfondissement sectoriel qui vont avoir la même philosophie et qui vont pouvoir se placer dans ce cadre d'ensemble, dans ce cadre architectural d'ensemble. Donc, on aura des publications, par exemple, sur le secteur de la santé, sur le secteur de l'agriculture, sur le secteur du fret, etc., ce qui jalonnera la fin de l'année 2020 et l'année 2021. Alors, pour en revenir un petit peu sur cette idée de cadre global, architectural et les approfondissements sectoriels qui seront la suite à partir de septembre, si vous voulez, le cadre global, c'est un peu l'architecture d'ensemble de ce qu'on veut faire. Donc, si je prends une analogie avec la construction d'un bâtiment, ce serait dire, bon, quelle est l'orientation de mon bâtiment? Est-ce que c'est nord-sud, etc. Quelles sont ses dimensions, ses grandes dimensions générales? Quels sont les matériaux principaux qui vont le constituer et comment les efforts se répartissent dans cette structure. Donc, c'est une image à grands traits de ce qu'on veut obtenir à la fin de la transformation. Donc, pour nous, l'orientation, ce serait dire, bon, nous, on vise la décarbonation, on vise la résilience. Les dimensions générales et les matériaux principaux, ce serait dire, bon, il y aura tant de voitures qui rouleront à tel vecteur énergétique, il y aura tant de bâtiments et voilà à quel point ils seront isolés thermiquement, voilà comment ils se chaufferont, voilà quelle sera la structure de nos villes, etc. Donc, c'est donner cette grande image à grands traits après transformation. Les efforts dimensionnants, ce serait pour nous tous les flux physiques qui circulent entre les différents secteurs, donc les flux d'énergie, les flux de matériaux, et vérifier la cohérence d'ensemble sur ces flux physiques. Et donc, une fois qu'on se donne ce cadre, eh bien, c'est là qu'on peut faire appel à des experts sectoriels. Donc, dans le cadre du bâtiment, ce seraient les thermiciens, les acousticiens, etc., les charpentiers. Et eux vont nous dire plus précisément comment on va construire ce truc et donc comment on va pouvoir y aller de manière concrète. Et ce faisant, il se peut qu'il nous amène à affiner les grands dimensionnements qu'on a pu faire sur l'architecture,
Donc voilà, ça va être l'objet de ces approfondissements sectoriels, donner les mesures opérationnelles qui nous permettent de faire et d'aboutir à cette vision d'ensemble qu'on aura construite auparavant. Donc, dans cette deuxième phase, il va y avoir une implication forte des experts sectoriels, donc universitaires, professionnels qui travaillent dans le secteur. Et donc, on espère, et c'est voilà, ce qu'on se dit, c'est que ce cadre global sera un produit d'appel. Ça va être très mobilisateur pour les gens qui travaillent dans le secteur, parce que déjà dans le cadre global, on va donner une image de ce que deviendra l'emploi. Et donc, on espère que ça va être très mobilisateur pour les gens qui travaillent dans les différents secteurs pour nous rejoindre et nous aider à construire la suite de ce projet. Alors, en ce moment, on en est sur la construction du cadre global. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif, c'était de chiffrer les grands dimensionnements, d'assurer la cohérence de l'économie après transformation. Donc, comment on s'est organisé là-dessus? Eh bien, nous avons divisé les activités humaines, on va dire, en une quinzaine de secteurs différents. Donc, il y a des secteurs de consommation, il y a des secteurs de production. Ces secteurs sont chacun pilotés par une petite équipe chez nous. Et ces équipes doivent répondre, en fait, elles sont sollicitées par des responsables de chantier de cohérence et des responsables d'axes transverses qui, en fait, sont chargés de leur poser des questions, de réunir les informations, de collecter les informations issues des secteurs et d'en tirer des conclusions. Alors, les chantiers de cohérence, leur travail, ça va être de poser les questions sur la consommation d'énergie, sur la consommation de matériaux, sur la prise en compte ou pas des effets rebonds par les différents secteurs, afin de vérifier qu'à la fin de la transformation, on a un tout cohérent et que les secteurs fonctionnent bien les uns avec les autres, qu'on arrive à produire l'énergie qu'on consomme, etc. Et le travail des axes transverses, donc ça va être de faire remonter des informations thématiques. Donc, par exemple, on a un axe transverse sur l'emploi qui va demander à chacun des secteurs l'évolution en emploi qu'il prévoit après la transformation et qui va essayer de faire un bilan global sur l'emploi. Oui, il y a un micro qui vient de se rallumer. On va avoir un axe transverse qui va s'occuper de l'urbanisme et de l'aménagement, donc qui va essayer de voir comment l'urbanisme et l'aménagement peuvent accompagner la transformation des différents secteurs. Et puis, on va avoir des axes sur les grands impacts macroscopiques, donc évidemment les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi notamment la résilience. Alors là, voilà quelques exemples pour essayer de figurer le type d'information qu'on pourra trouver dans ce cadre global. Là, j'ai pris l'exemple de la mobilité quotidienne. Donc, la mobilité quotidienne, la petite équipe qui s'occupe de ça, dans un premier temps, va devoir proposer des grandes transformations et donc va fournir les dimensionnements après transformation de cette mobilité. Donc, elle va devoir dire à quel point on se déplacera dans cette économie de demain. Donc, le niveau de mobilité globale, elle va devoir dire avec quel mode, quel véhicule on va se déplacer. Donc là, par exemple, on dirait 65% des kilomètres en voiture, 10% en vélo, les deux roues légers électriques 15, etc. Ensuite, on parlera des taux de remplissage, à quel point les différents véhicules dont je viens de parler seront remplis. Donc, on imagine 1,7 personnes par auto, 17 personnes par bus, etc. Voilà, tout ça sont des exemples simplement pour indiquer le type d'information qu'on trouvera. Et puis enfin, on se positionnera sur les technologies de véhicules et donc sur les vecteurs énergétiques qui alimentent ces différents véhicules. Et puis ensuite, les chantiers vont venir voir le secteur mobilité et vont lui poser des questions. Donc notamment, les chantiers de cohérence vont lui poser des questions sur sa consommation d'énergie. Donc là, imaginons que la mobilité consomme 100 TWh d'électricité et 50 TWh de biodiesel après la transformation. Et ça va être une information très importante pour le secteur, pour le chantier énergie, qui va devoir faire le bouclage entre tous les secteurs de consommation d'énergie et ce que le secteur énergétique peut produire comme vecteurs énergétiques. Et notamment vérifier s'il y a assez d'espace au sol, s'il y a assez de terres arables, etc., si on fait des biodiesels, du biométhane, etc.
Le chantier matériaux va également solliciter le secteur de la mobilité pour savoir de combien de véhicules il a besoin et de combien de véhicules il faudra produire. Et donc, ça, évidemment, ça va impacter la consommation en matériaux. Et puis enfin, les axes transverses vont également solliciter le secteur, lui poser des questions sur l'évolution d'emploi. Donc, on peut imaginer que dans cette transformation, on aurait une augmentation des emplois dans les services autour des cycles et puis dans l'exploitation des transports en commun, voilà, les chauffeurs de bus, etc. Et puis qu'on pourra avoir une baisse dans les services autour de l'automobile. Ça, ce serait l'évolution de l'emploi dans le secteur de la mobilité quotidienne. On aurait également un chiffrage sur les émissions de GES et des réflexions sur la résilience de la mobilité face aux différents chocs desquels j'ai parlé au début. Donc là, par exemple, face à un pic pétrolier, vu on se serait passé entièrement de pétrole fossile, eh bien, on serait bien plus résilient, évidemment, que si on ne s'était pas passé de ce pétrole fossile. Et puis pour fin juin, on a envie de donner déjà des informations sur le court terme et essayer de commencer à s'imaginer quel serait le point de départ. Donc une fois qu'on s'est donné cette image d'arrivée, on a envie de regarder un petit peu dès le départ quelles sont les implications que ça a. Et donc on a envie de chiffrer le potentiel de décarbonation de la technologie seule. Et de regarder le reste à faire par les changements de comportement et organisationnels, ce qu'on appelle traditionnellement la sobriété. Donc, c'est une manière qui nous semble intéressante de poser le problème, c'est de dire, bon, ben voilà la direction qu'on veut prendre en général. Selon cette direction-là, combien au mieux la technologie nous permet de gagner dans les 5 ans à venir. On calcule. Et puis, on regarde si c'est à la hauteur de l'enjeu, si on prend la bonne pente de décarbonation. Et si ce n'est pas le cas, on dit, bon, ben, écoutez, ça veut dire qu'il va falloir, dès les 5 prochaines années, commencer aussi à réfléchir au sujet des changements de comportement et des changements d'organisation. Donc, si je reprends l'exemple de la mobilité quotidienne, ce serait de dire, bon, ben voilà, dans les 5 ans à venir, les options technologiques qu'on a dans ce domaine-là seraient, par exemple, dans notre cas, l'électrification du parc de voitures, l'intégration de biodiesel dans le carburant. On ferait le bilan, on calculerait, donc par exemple, on tomberait sur 8% sur les 5 prochaines années de réduction d'émissions grâce à l'électrification du parc, étant donné l'inertie du parc. Pour le biodiesel, on tomberait par exemple sur 4%, et donc pour obtenir les 20% de réduction, il nous manquerait 8% de reste à trouver sur les actions dites de sobriété. Donc voilà l'idée générale pour fin juin, c'est un cadre global et cette projection à court terme selon une optique, combien la technologie permet de faire les premiers pas, à quel point elle permet de prendre la bonne pente dès le début. Voilà, alors pour faire tout ça, l'équipe s'est étoffée depuis le 6 mai. Donc, on a une quinzaine de personnes en interne et puis on a une vingtaine, un peu plus de 20 personnes qui contribuent en externe, soit de manière bénévole, soit en tant qu'expert sectoriel, etc. Et évidemment, on peut toujours compter sur l'association des Shifters, qu'on a envie évidemment de solliciter très fortement et d'impliquer très fortement pour la mise en débat du cadre qu'on est en train de construire. Voilà. Donc, merci à vous encore pour vos soutiens et pour votre implication. Et merci pour votre attention. Alors, tout le travail qui vient d'être exposé, c'est super intéressant. Moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est des approches très chiffrées qui, en fait, ne parlent qu'à une minorité de la population qui peut comprendre ces chiffres et qui peut s'en saisir. J'ai peur qu'au niveau des citoyens lambda, ce soit très obscur. Du coup, je me dis, la convention, les assos comme le Shift ou comme d'autres tribunes, d'autres groupes qui se sont créés et qui veulent agir pour le climat, tout ça, c'est complémentaire. Et il faudrait qu'on réussisse à tous se communiquer tous ensemble et travailler tous ensemble pour parler à un maximum de personnes, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. On a tout à fait. Ouais, voilà, c'est plein de chiffres, en fait. Et
Ouais, merci. J'avais une question justement pour la réaction, Mélanie. Comment est-ce que vous avez géré cette difficulté à rentrer dans une masse de chiffres? Parce qu'au final, quand on propose des mesures, ça doit toujours être quantitatif. C'est-à-dire, ça doit concerner tant ou tant de personnes, on va y mettre tant ou tant d'argent, ça va faire travailler tant ou tant de gens, supprimer ou rajouter tant ou tant de voitures. Donc, on a toujours cette sortie quantitative qui est un histoire. Comment est-ce qu'à la Convention, vous avez géré ce problème, cet aspect quantitatif des mesures qui demande toujours à l'évidence beaucoup plus de temps que de formuler des recommandations qualitatives? Justement, on n'a pas eu le temps de formuler des recommandations quantitatives. On a eu que, au final, on se retrouve avec 7 sessions. Au début, c'était sur 4 mois. On se retrouve sur 9 mois. On rend nos mesures le 21 juin. Et au final, moi, je trouve qu'on a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et d'approfondir. Et c'est un grand regret, bien qu'on a eu les 7 sessions, mais on a tous travaillé entre-temps. C'est-à-dire qu'entre la session de début mars, la 6, et la session de fin juin, la 7, avec le confinement, on a eu des webinaires, on a eu 2 week-ends de visioconférence de webinaires à 150, plus tout ce qui la sphère qui va autour. Mais du coup, nous, on est surtout sur le qualitatif. Et c'est un peu ce qui… Voilà. Mais en fait, nous, c'est une convention citoyenne, c'est-à-dire qu'on s'est mis au niveau des citoyens. Parce que nous, on est des citoyens. On est arrivés, beaucoup n'avaient quasiment aucune information sur rien. Donc, ce qui a été important dans la convention, ça a été l'information qu'on nous a délivrée, tous les experts qu'on a vus. Mais du coup, on a travaillé là-dessus sur 9 mois. Donc, maintenant, on a obtenu un niveau d'expertise. Bon, on n'est pas expert dans tout, mais on connaît beaucoup plus de choses. On est devenu en quelque sorte des experts par rapport à la majorité de la population. Donc, du coup, notre avis, je pense qu'au final, notre avis est faussé, enfin pas faussé parce qu'on a été informé et que du coup, on a des mesures. Mais ce qu'on va présenter à la population, il y a beaucoup de gens qui sont, comme je dis souvent, qui ne sont pas informés. Et voilà, sur l'histoire de pénurie de pétrole, entre autres, le souci, c'est le manque d'information de la population et des gens. Moi, Sablé, il y a plein de gens qui, je ne sais pas s'ils vont comprendre du quantitatif, ils vont comprendre du qualitatif, des recommandations écrites. On leur dit il faut faire ça, il faut leur expliquer pourquoi. Mais est-ce qu'ils vont prendre en compte les chiffres? Est-ce que ça va leur parler? Je ne suis pas certaine. À notre niveau, on va essayer, du reste, c'est une question dont on aura peut-être l'occasion de rediscuter. On a très envie, nous, d'essayer de faire quelque chose. Alors, j'appelle ça des mini-conventions citoyennes. On peut aussi appeler ça tout bêtement des discussions de quartier autour des mesures qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'on a très envie de mettre en débat ce qu'on propose pour faire réagir des gens. Alors, peut-être pas qu'ils découvrent totalement le sujet, parce que ça sera toujours des gens qui ont un petit intérêt a priori pour la question, mais au moins qui sont capables de nous faire un retour en nous disant « Ah bah tiens, ça c'est malin, ça c'est complètement idiot, ça on n'y croit pas pour telle et telle raison, ça demande que les gens aient déjà compris tel autre truc, donc si on leur livre comme ça passera jamais. » On a assez envie d'essayer de se lancer dans ce genre de dialogue. Et une des questions évidemment qu'on s'est beaucoup posées, c'est que comme il existe une instance qui a été, mais avec laquelle on n'a pas de lien organique, nous au Shift, ça nous aurait évidemment énormément intéressé d'avoir la possibilité de jeter en pâture ce qu'on a imaginé à la Convention citoyenne pour voir comment est-ce que les gens réagissent. C'est évident que ça nous aurait énormément intéressé, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est difficile à faire parce que comme il n'y a pas de lien organique et qu'il y a un mandat bien précis à cette convention, ça ne va pas être un exercice qui va être possible d'organiser. Mais ça nous aurait, dans l'idée, ça nous aurait beaucoup plu. Pas tant pour se mettre en avant, mais parce que là, on a une enceinte qui a un mandat qui est très précisément celui qui nous intéresse, c'est-à-dire de réagir sur des choses un peu concrètes. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, Jean-Marc. Mais le souci, c'est le manque de temps. Hein. On a eu les week-ends de convention, c'était un tourbillon à chaque fois. Hein. Et puis après, il faut retourner la semaine travailler. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a eu que cette session
Après, les mesures du chiffre, moi, je ne peux pas vous révéler les mesures de la Convention citoyenne parce qu'elles n'ont pas été votées à 150. Ce sera fait en session 7, donc c'est le week-end du 19, 20, 21 juin. Je ne peux pas vous les révéler, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence. Il y a beaucoup de points communs entre les propositions du shift et les propositions de la Convention, mais aussi il y a beaucoup de tribunes qui sont sorties dernièrement de groupes divers et variés. Et on se rend compte que les mesures de la Convention, nous, on ne les a pas inventées. Au final, moi, depuis le début, je me dis la Convention est là pour valider des mesures qui existent déjà et pour les soumettre et pour voir si les citoyens acceptent ça. Donc, en fait, on nous a fait travailler d'une façon à obtenir des idées, des mesures, mais moi, mon ressenti, c'est qu'au final, on a testé des mesures parce qu'il n'y en a pas 36 000 des mesures à appliquer pour réduire les émissions de CO2. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc voilà, mais moi, oui, j'aurais bien aimé qu'on puisse se confronter, qu'on puisse tester, mais c'est comme tout, c'est le temps, et le temps, c'est de l'argent, et le problème, c'est l'argent. Ça coûte une fortune de réunir 150 personnes 7 week-ends de suite, plus entre les deux, tu as tous les travails des groupes d'appui, des animateurs, tout ça. Et voilà. Le problème, c'est l'argent, comme d'habitude. Bon, c'est pas beaucoup d'argent compte tenu de l'enjeu. Super, c'est pas l'avis de tout le monde, hein. C'est pas de l'avis de tout le monde, Jean-Marc. La question éternelle de la différenciation entre technique et comportement. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé comment est-ce qu'on allait travailler sur la question comportementale. Alors, la question, elle est posée de manière candide ou elle est posée de manière, j'ai envie de dire, plus provocante, puisqu'il y a quelqu'un qui nous dit que ce qu'on fait ressemble au Gosplan, que ça va être de la suppression de liberté, etc. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on aborde dans ce plan de transformation l'arbitrage entre ce qu'on voit dans les progrès techniques et ce qu'on voit dans les changements de comportement. Et ce qu'on voit dans les changements de comportement, comment est-ce qu'on l'aborde, comment est-ce qu'on justifie, comment est-ce qu'on le travaille. L'approche qu'on a choisie là-dessus, c'est de discriminer entre les changements purement technologiques, c'est-à-dire ceux qui ne requièrent quasiment aucun changement de comportement ou aucun changement de comportement. Donc, côté consommation, on va dire. Évidemment, l'ingénieur qui conçoit un moteur qui consomme moins, lui, il va falloir qu'il change un petit peu ses pratiques, etc. pour imaginer, et puis l'ouvrier va devoir changer un peu ses pratiques pour produire ce nouveau moteur. Mais côté consommation, on espère que ce nouveau moteur ne changera strictement rien au comportement, et ce faisant qu'on consommera moins et donc qu'on émettra moins. C'est l'exemple typique, c'est l'efficacité énergétique pure ou l'efficacité carbone pure. Donc, on va chercher à discriminer ce que la technique pure, la technologie pure permet de gagner sur le court terme. Et puis, ça posera naturellement la question, si on s'aperçoit que ça ne suffit pas, et il est possible qu'on aboutisse à cette conclusion, ça permettra de mettre sur la table toutes les autres options possibles et donc d'en discuter. Et ça, forcément, la question sur le Gosplan, etc., est pertinente. Après, il faut en débattre de manière citoyenne. C'est-à-dire qu'on a cette liste d'options. On dit, voilà, la technologie pure ne suffit pas. Voilà les options qu'on a. Donc ça va être notre travail de mettre ces options sur la table et d'essayer de quantifier un petit peu ce que ces options vaudraient en termes de décarbonation et de résilience. Et puis ensuite, mettre ça en débat et voir voilà, comment les gens réagissent. Donc ce plan-là qu'on propose est aussi une manière de commencer le débat, de lancer ce sujet-là et de faire réfléchir les gens là-dessus, à leurs vrais besoins. Voilà, c'est un peu ça la philosophie. Dans un cadre correctement instruit, et aussi en termes d'investissement futur pour mettre à disposition des alternatives. C'est pour ça que ça boucle de manière intéressante avec ce que vous faites, Mélanie, je pense. On essaye de contribuer à poser un cadre cohérent à une conversation qui est en tension de toute façon avec les engagements pris par la République, ne serait-ce qu'avec les accords de Paris. On peut toujours dire, bon, ben, ok, si vous ne voulez pas débattre de ces choix, de ces évolutions comportementales, on prend les accords de Paris et puis tant pis. Et après, nous le déluge. Et ces choix comportementaux et organisationnels. Hein, c'est-à-dire que faire du vélo, ce n'est pas simplement changer de comportement, c'est aussi avoir accès à tout un espace d'infrastructure, à des services, à de la vente, etc. etc. Donc, c'est aussi des choix de société plus larges que juste changer le comportement individuel. Il faut tout un support
collectifs qui permettent ces comportements individuels. Moi, j'ai une question pour Mélanie. En fait, je relais une question. Il y a une question qui est comment faire pour que les gens soient correctement informés. Alors moi, je vais la compléter d'une question qui est est-ce qu'à l'observation, ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne ne montre pas l'effet de levier absolument majeur de l'accès à l'information sur la compréhension des enjeux? Parce que est-ce que la question finalement de ce qu'on est prêt à modifier dans ce qu'on fait au quotidien n'est pas très étroitement liée à la manière dont on comprend le problème à traiter? Bien sûr que si, c'est essentiel. C'est ce que je dis constamment. Il faut, moi, voilà, mon conseil municipal, là, je vous explique mon cas. On avait une tête de liste. 15 jours avant l'élection du maire, il nous a dit j'ai réfléchi, raison personnelle, professionnelle, je ne me présente plus au poste de maire. Donc, on était 15, il fallait que quelqu'un s'y colle. Moi, comme d'habitude, je veux rendre service, donc j'ai dit. Et au final, j'ai été élue. Donc, me voilà dans une commune avec une équipe qui n'est pas du tout. Alors, je leur ai posé la question réchauffement climatique, réduction de CO2. Oh, bah oui, on est d'accord. Donc, ils veulent bien. Ils m'avaient mis à l'environnement pour faire des chemins de randonnée. Non, moi, c'est pas ça, les chemins de randonnée. Enfin, non, non, non. Donc, pour le moment, je suis arrivée là-dedans comme un cheveu sur la soupe. On a une profession de foi à suivre. Je ne vais pas la changer. Je vais y intégrer progressivement la résilience, le CO2, tous ces trucs-là. Mais je ne peux pas du jour au lendemain leur imposer une conférence de shifter ou de je ne sais qui sur le réchauffement climatique. Je ne peux pas leur dire Jean-Marc Jancovici ou je sais pas, je peux demander à Valérie Masson-Delmotte de venir nous faire une petite conférence. Mais moi, je n'ai pas envie d'agresser les gens. Je veux que ça vienne progressivement. Je veux les informer progressivement. Je ne veux pas leur imposer parce que c'est contre-productif. Mais je pense qu'effectivement, le fait d'être informé, c'est 80% du changement. Si les gens comprennent pourquoi on leur demande de changer, au lieu d'imposer des lois, des décrets à la population sans l'expliquer et que du coup les gens vont dire pour l'histoire ne serait-ce que 80 km/h sur les routes, on nous a imposé ça, c'est pas passé. Mais si on explique, ça passe beaucoup mieux. La communication, c'est la base et c'est l'essentiel. Et le souci, c'est que là, Jean-Marc disait, on veut faire des petites conventions citoyennes. Nous, c'est une super idée. Je peux vous dire que ça fait une partie d'une de nos mesures. Mais on va avoir qui dans ces conventions on va avoir les gens qui sont déjà impliqués, qui sont déjà informés. Moi, quand j'ai fait la petite rencontre citoyenne à Sablé le 28 février, il y avait 150 personnes, 98% des personnes qui étaient là connaissaient le sujet. Donc, quand les shifters ont fait leur petite conférence « Le climat et moi, les gens, forcément, ils étaient au courant. Le souci, c'est de réussir à toucher tous ces gens qui ne viennent pas. Moi, j'aurais aimé avoir la population de Sablé qui n'est pas informée de ça. Et c'est ça la difficulté, c'est de toucher tous ces gens qui ne sont pas informés, qui ne sont pas intéressés du coup. Et c'est lié, puisque comme tu ne t'y intéresses pas, forcément, tu ne vas pas chercher. Tu vas aller faire les magasins chez Jiffy et chez Ziman, là, les trucs, les fringues jetables, au lieu de t'informer. Et non, mais c'est peut-être pas beau à dire, mais c'est la vérité. La communication, c'est essentiel. Merci. Merci Mélanie. Une question pour finir cette séquence. Il y a eu une question sur comment sera diffusé le plan de transformation. Donc, est-ce que Nicolas, tu peux très rapidement, en 1 minute 30, nous expliquer comment est-ce que les résultats seront accessibles? Je précise qu'il y a un volet transformation des médias dans le plan. Pas transformation, évolution de la conversation démocratique. Alors, il y a une première étape fin juin qui est la diffusion de fiches sectorielles qui se veulent très, très synthétiques, type petit policy brief, et qui vont permettre d'alimenter les débats et la mise en discussion de ce cadre global qu'on propose. Début septembre, il va y avoir une publication, certainement sous forme d'un rapport de ce cadre consolidé. Et puis ensuite, on aura tous les mois et demi, des publications d'approfondissement sectoriel qui vont proposer des mesures opérationnelles. On va prendre encore une petite question. On va prendre encore 2 minutes.
Pour revenir un petit peu au PTEF, au plan de transformation, pour Nicolas et Jean-Marc, les dimensions sociales et sociétales seront-elles absentes du plan? Comment sera traitée la question de la compétence et de l'emploi? Les questions sociales, sociétales, on en a déjà un petit peu parlé s'il s'agit des comportements. Je ne sais pas si c'était autre chose dans cette question. Sur l'emploi, ça va être… C'est l'emploi, je pense. L'emploi, la question, oui. La question, vraiment. Sur l'emploi, on veut que ce soit central et ce sera déjà un petit peu développé dans le cadre, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, à la fin de la transformation, il y aura plus ou moins d'emplois dans tel et tel secteur et voilà le type de mécanisme qu'on peut proposer pour faciliter, pour fluidifier le passage d'un emploi à un autre et notamment toutes les questions territoriales, c'est-à-dire est-ce qu'il faudra plus d'emplois dans telle région, moins d'emplois dans telle région. Et est-ce qu'il faudra, par exemple, ruraliser l'emploi? Est-ce que ce sera un emploi plus diffus, ou plus concentré? Ce genre de questions. Et donc, dans un deuxième temps, avec les secteurs, donc quand on fera ces approfondissements sectoriels, on essaiera de comprendre quelles sont les compétences requises pour aller vers tel emploi et dans quel autre secteur de métier qui est en train de disparaître, on pourrait trouver ces compétences. Donc, on va essayer de mailler plus finement ou de faire correspondre plus finement les emplois de demain, enfin les compétences de demain avec les emplois d'aujourd'hui. D'accord. Avant de passer la parole à Romain pour la présentation. Pardon, je voulais juste préciser, j'ai mis un peu de temps à décocher le micro. En fait, et ça répond aussi à une question qui était posée sur la finance, on ne va pas s'occuper d'argent. Ça peut paraître étonnant de dire ça, mais on ne va pas s'occuper d'argent. On va revenir finalement à la conception initiale de l'économie qui est de s'occuper des facteurs limitants à notre activité. Et donc, dans les facteurs limitants à notre activité, aujourd'hui, il y en a un qui n'existe pas, c'est la création monétaire. Comme l'a très bien rappelé Michel tout à l'heure, l'argent, ça se crée. Donc, on appuie sur retour chariot et crac, on a les milliards qui arrivent. Donc, ce n'est pas le problème auquel on va s'attaquer. Le problème auquel on va s'attaquer, c'est ce qui est vraiment limitant sur notre capacité à transformer. Alors, qu'est-ce qui est limitant? C'est les ressources, c'est l'énergie, c'est les compétences, parce qu'acquérir une compétence, ça demande du temps. Donc, en fait, c'est le temps. Le temps est également un facteur limitant majeur, surtout quand on est dans une course contre la montre. Donc, on va parler, comme c'est écrit dans la présentation du plan, on va parler tonnes, on va parler joules, on va parler bonhomme, ou bonne femme, pardon pour l'expression. On va parler compétences, on va parler temps. La seule chose dont on ne parlera pas, c'est de l'argent, parce que l'argent, quelque part, est au service de tout ça. Et une fois qu'on a des idées très claires sur ce qu'on a envie de faire, on se rendra compte que l'argent n'est probablement pas notre principal problème. Et qu'à contrario, si on rentre par l'argent en disant qu'il faut augmenter les investissements, ça ne garantit absolument pas le succès de l'entreprise, parce que quand on augmente les investissements sans avoir réfléchi à ce qu'on fait, on augmente les investissements dans ce qui existe déjà en règle générale. Donc, on n'a pas résolu notre problème. On n'en parlera pas primairement, si je peux compléter juste. Oui, non. C'est-à-dire qu'on donnera des ordres de grandeur d'investissement et on parlera aussi de mobilisation de l'épargne. Ça sera une conséquence. Ce n'est pas le point d'entrée. Voilà. Ça ne sera pas une entrée. On va prendre une toute dernière question, juste une minute, avant de passer la présentation sur l'aérien, qui est très pratique, qui est la suivante, qu'on a reçue beaucoup d'ailleurs. Comment faire pour aider le shift au plan, en tant que citoyenne ou en tant qu'acteur sectoriel? Et à quoi sert la campagne de crowdfunding, même si, Nicolas, c'est vrai que tu en as déjà un petit peu parlé. Peut-être insister, revenir sur la première question. Je peux prendre ça peut-être. Comment aider le shift? D'abord en nous aidant à construire ce qu'on fait. Jean-Marc a dit qu'on va monter au cours de l'été, notamment une mise en débat des premiers jalons de ce qu'on va proposer. Donc ça, c'est vraiment la brique essentielle qui est déjà la fondation de ce qu'on fait, c'est le travail des shifters pour nous aider à concevoir et à faire connaître nos travaux. Ça, c'est fondamental. Dans le cadre pour parler de la campagne de financement participatif, crowdfunding en bon français, c'est évident que pour développer ce chantier qui est très audacieux, à l'échelle du budget du Shift, ce sont des moyens humains, également des moyens techniques, puis il y a des frais généraux aussi derrière tout ça, il y a des bureaux. Donc là, on est absolument ravis du succès de la campagne de crowdfunding, mais
si ce succès se perpétue et s'amplifie, on saura quoi faire de cet argent. Si vous voulez, le projet du Shift est dimensionné, comme tout projet, comme le dit Mélanie tout à l'heure, par le volume monétaire qu'on arrive à mobiliser derrière. Nous, nous n'avons pas le pouvoir de création monétaire au Shift. Donc, nous n'avons pas droit de tirage de monnaie. Donc, c'est très précieux pour nous pour développer l'entreprise. De toute façon, cette entreprise qui est de lancer une conversation cohérente sur les enjeux de la transition énergétique. Et j'en profite pour remercier les probables nombreux donateurs qui nous écoutent ce matin. Un grand merci parce que voilà, on ne pourrait pas avoir les moyens de nos ambitions sans ça. Oui, ça a eu un autre avantage, ce crowdfunding, c'est que ça nous a fait connaître au-delà des frontières. On a reçu quelques messages de personnes de la diaspora française aux États-Unis ou bien de francophones, donc de non-français, mais francophones en Suisse, peut-être même en Belgique, je ne sais pas, qui nous ont fait des promesses de dons assez conséquentes. Donc, c'est quelque chose qui permet de, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une forme de test de vérité sur l'adhésion de gens qui n'ont pas de problème d'argent majeur par ailleurs à la façon dont on a envie de structurer l'avenir. Voilà, ça a aussi cette vertu. Dernier point, on a décidé il y a très peu de temps que ce qu'on pensait être un chantier relativement court, c'est-à-dire quelques mois avec un début et une fin, et puis on allait livrer un produit fini à la rentrée et de là, il allait vivre sa vie. En fait, ça va se transformer en feuilleton. Donc, on est parti dans notre plus belle la vie à nous aussi, qui devrait nous emmener jusqu'à la prochaine présidentielle. Donc, c'est un argent qui nous sera en fait bien utile pour un projet nous venons de décider d'amplifier dans la durée de façon significative. Voilà, donc soyez rassurés, nous n'irons pas au restaurant avec cet argent et quand on ira, ça sera vraiment pour manger des trucs pas chers du tout. Mais de fait, le succès de cette campagne de crowdfunding nous permet aussi de concevoir un projet plus ample. Voilà, et ça va surtout être des moyens logistiques. Hein. Ça va être du portage, ça va être des sollicitations logistique et humain. Hein. Oui. C'est essentiellement ça. Hein. Voilà, donc ça va être des moyens externes, j'ai envie de dire. Voilà, et on a mis en place un kit de communication que vous allez pouvoir retrouver sur la page d'accueil de notre site internet si vous souhaitez nous aider à diffuser à la fois nos propositions et la campagne de crowdfunding. Donc, c'est un kit très pratique voilà, avec des posts déjà prêts